En Ukraine, la paix semble toujours hors de portée. À l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine a décrété un cessez-le-feu temporaire du 8 au 10 mai, invitant l'Ukraine à y adhérer. Derrière ce geste symbolique, la réalité du terrain vient contredire le discours officiel. Des frappes russes, notamment sur Tcherkassy, ont endommagé des infrastructures critiques, poussant Kiev à dénoncer une opération de communication. Le gouvernement ukrainien insiste donc sur la nécessité d'un cessez-le-feu durable et global, refusant de se satisfaire d'une trêve à durée limitée. À Washington, la Maison-Blanche partage ce scepticisme. Donald Trump, par la voix de ses représentants, appelle à un accord permanent, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio tempère les espoirs d'avancée rapide, estimant que les négociations restent à un stade précaire. Sur fond de mémoire historique et de calculs électoraux, le conflit reste donc enlisé. Ni les gestes symboliques, ni les déclarations d'attention ne parviennent à masquer la dure réalité. La stabilité régionale et l'économie mondiale demeurent suspendues aux logiques de force et de méfiance entre les grandes puissances. Un conflit qui s'inscrit dans un climat international délétère dénoncé hier par le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Lors d'un discours au Conseil de sécurité, Filippo Grandi a déploré l'échec chronique du Conseil à garantir la paix, évoquant 120 conflits actifs du Soudan à l'Ukraine. Il a fustigé l'idée selon laquelle seule une victoire militaire totale pourrait mettre fin aux guerres, au détriment du droit international humanitaire de plus en plus ignoré. Au Canada, contre toute attente, le Parti libéral canadien a renversé la vapeur lors des élections générales anticipées d'hier. La victoire surprise de Mark Carney et du Parti libéral aux élections canadiennes est avant tout une réponse politique au climat d'instabilité imposé par Donald Trump. Alors que les conservateurs dominaient les sondages, la montée des provocations venues de Washington a totalement rebattu les cartes. Loin de céder aux sirènes populistes, les Canadiens ont donc choisi un profil technocratiques et internationalistes pour défendre leurs intérêts stratégiques. Carney, fort de son expérience à la tête de la Banque d'Angleterre, incarne donc un projet de reconquête économique et diplomatique. Sur le fond, cette élection acte un réalignement majeur. Au lieu de suivre l'élan conservateur mondial impulsé par Trump, le Canada affirme sa propre voie, tournée vers le multilatéralisme, la protection de ce modèle social et une économie ouverte mais défendue. En choisissant Carney, le Canada ne se contente pas de répondre à la crise économique, il fait un geste hautement politique, il refuse l'alignement sur l'agenda néo-populiste nord-américain et parie sur une gouvernance économique experte face aux turbulences géopolitiques à venir. Aux États-Unis, face à la fronde des constructeurs automobiles, la Maison-Blanche revoit sa copie sur les droits de douane appliqués au secteur automobile. En effet, dans un geste d'apaisement face aux inquiétudes du secteur, le président Trump s'apprête à atténuer l'impact de ces tarifs douaniers sur les véhicules importés. Il prévoit d'éviter un cumul des taxes en exonérant les constructeurs automobiles de certains droits, notamment ceux sur l'acier et l'aluminium, en plus de leur accorder un allègement temporaire sur les droits appliqués aux pièces détachées étrangères utilisées dans la fabrication aux États-Unis. Cette démarche, à quelques heures d'un déplacement symbolique dans le Michigan, intervient après d'intenses pressions du lobby automobile. Elle vise à éviter une hausse brutale des coûts de production. Je vous rappelle que Morgan Stanley estimait un renchérissement potentiel de 6 000 $ par véhicule qui aurait pu être désastreuse pour la compétitivité du secteur et pour les consommateurs américains. Un geste qui pourrait temporairement soutenir les actions des grands constructeurs, limiter les hausses de prix pour les consommateurs et calmer les marchés inquiets d'une guerre commerciale prolongée. Mais il ouvre aussi la question du financement public des remboursements promis et laisse planer l'incertitude sur la stabilité de la politique commerciale américaine. De son côté, la Chine a de nouveau démenti hier toute négociation avec les États-Unis concernant les droits de douane, contredisant les déclarations de Trump. Pékin reste ferme face aux taxes massives de 145%, tandis que les analystes américains alertent sur les conséquences économiques potentielles, hausse des prix, pénurie et fermeture de magasins. Les tensions commerciales continuent donc de peser sur l'économie mondiale.
Jetons désormais un œil à ce que les investisseurs scruteront aujourd'hui. Alors que les bourses européennes devraient ouvrir sur une note timide, les financiers se pencheront sur la confiance des consommateurs et l'indice du sentiment économique en avril en zone euro. Aux États-Unis, les données sur la balance commerciale de mars seront publiées en début d'après-midi, suivies à 15 heures de l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers pour le mois de mars. Toujours aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois d'avril et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes en mars seront à analyser dès 16 heures du côté de la microéconomie, c'est-à-dire du côté des entreprises. En France, on analysera les publications de Capgemini, Amundi, Rexel, Vicat, Valeo et M6 Métropole. Ça c'est pour la France. Côté États-Unis, eh bien, on regardera de très près la publication de Visa et de Coca-Cola. Et c'est demain et après-demain que s'annonce que les séances seront particulièrement chargées d'un point de vue microéconomie, puisque du côté des États-Unis, mercredi 30 avril, Meta et Microsoft publieront leurs résultats trimestriels, alors que jeudi 1er mai, c'est Apple et Amazon qui entreront dans la danse et qui publieront à leur tour leurs résultats financiers. Donc voilà, de gros mouvements d'amplitude à attendre, même si quand on lit la presse américaine, eh bien, les analystes sont plutôt confiants à l'endroit de ces publications. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé en hausse alors que la séance a été plutôt calme. À Paris, le CAC 40 a pris 0,5% à 7 573 points. À Londres, le FTSE a symboliquement engrangé 0,02% à 8 417 points. À Francfort, le DAX a lui gagné 0,13% à 22 271 points. À Wall Street, les marchés financiers ont terminé la journée sur une note mitigée, réussissant leur rebond malgré le repli observé en milieu de séance. Pour autant, alors que les turbulences commerciales continuent de peser sur l'économie et les résultats des entreprises, cette semaine sera déterminante pour comprendre comment les tensions commerciales affectent concrètement les marges des entreprises et donc par conséquent l'économie mondiale. Les investisseurs attendent en effet des éclairages cruciaux avec le rapport mensuel sur l'emploi et les chiffres de croissance économique pour le premier trimestre. En parallèle, comme je vous le disais un instant, les quatre géants de la tech US que sont Amazon, Apple, Meta et Microsoft vont publier leurs résultats financiers demain et après-demain. En cette attente, Wall Street est donc resté prudent hier, mais quand même teinté d'un léger optimisme, puisque le Dow Jones a gagné 0,28%, le S&P 500 a lui grappillé 0,06%, alors que le Nasdaq, lui, a cédé 0,1%. En Asie, ce matin, les marchés financiers ont clôturé dans le vert après que l'administration du président américain Donald Trump a annoncé qu'elle prendrait des mesures pour réduire l'impact des tarifs douaniers sur les automobiles. Comme nous l'avons vu, en Corée du Sud, le Kospi a donc gagné 0,63%, tandis que le Kosdaq, l'indice des petites capitalisations sud-coréennes, a lui gagné 1,03%. En Chine, le CSI 300 de la Chine continentale a lui reculé de 0,13%, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a lui réduit ses gains à 0,12%. Au Japon, je vous rappelle que les marchés financiers étaient fermés. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont reculé hier alors que les opérateurs continuent de se montrer perplexes face à la probabilité d'une éventuelle désescalade entre les deux premières économies mondiales. Par ailleurs, les prix ont été compressés par l'OPEP qui doit décider le 5 mai prochain d'ajouter ou non de nouveaux barils sur le marché à partir du mois de juin. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent pour la mer du Nord, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juin a reculé de 1,51% à 65,86 $. En équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois a lui cédé 1,54% à 62,05 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 28 avril 2025 et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada, Antoine qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, qui nous dira s'il y a lieu de supposer que l'indice phare parisien va faire autre chose que latéraliser au cours de cette séance. A tout de suite sur TV Finance.